commencer par un chiffre. 15 000 scientifiques indépendants de 184 pays alertent sur l'état de la planète. Des biologistes, des physiciens, des spécialistes du climat. Audrey Pulvar, on va en parler avec vous. Vous êtes une journaliste qu'on ne présente plus, mais vous êtes surtout la présidente de la Fondation pour la nature et l'homme. On a eu un débat tout à l'heure très intéressant sur la biodiversité ultramarine. On va l'enrichir avec vous plus largement sur les enjeux du développement durable en Outre-mer. On parle de territoires particulièrement exposés au réchauffement climatique, peut-être plus que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bonjour à tous. Développement durable, pas seulement dans les territoires évidemment d'outre-mer, mais un peu partout parce que les enjeux sont mondiaux. Je rentrais hier de la COP23 à Bonn, qui a été une COP bien décevante. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de drame après l'annonce des États-Unis de leur sortie de l'accord de Paris. Les négociations ont pu avoir lieu, elles ont été fluides entre négociateurs, entre diplomates. Mais aucune volonté politique forte. Or, les négociateurs, les diplomates, ils font leur boulot, ils font avancer les choses sur le plan technique, mais l'ambition politique et le cap fixé, ce ne relève pas d'eux. Il relève des chefs d'État et de gouvernement qui étaient bien peu nombreux à la COP23. C'était à peine une vingtaine pour 180 à Paris. Il en reste à peu près 60 à la COP22. Parmi les 20 chefs d'État et de gouvernement qui avaient fait le déplacement, il y avait Emmanuel Macron pour la France et Angela Merkel pour l'Allemagne. Ils ont livré des discours enflammés, avec des constats humanistes très profonds sur la responsabilité des pays du Nord à l'égard des pays du Sud, la responsabilité des plus riches à l'égard des plus démunis, sans réellement fixer de cap politique, encore une fois, sans réellement imprimer la marche à suivre d'ailleurs c'est un comble qu'Emmanuel Macron n'imprime pas de marche à suivre, pour mettre en œuvre très concrètement l'accord de Paris. L'accord de Paris aujourd'hui, il n'est pas concrètement mis en œuvre. Les engagements pris par les États sont bien loin d'être tenus. Or, on sait, parce que vous parliez de cet appel des 15 000, mais il y a eu quasiment le même jour, sinon à quelques heures d'intervalle, de nouvelles données relevées sur les émissions de CO2 l'an dernier qui sont en augmentation. Donc on sait que même si tous les pays signataires, y compris les États-Unis, alors que les États-Unis ont annoncé leur sortie, remplissaient tous leurs engagements, on arriverait quand même à la fin du siècle à un réchauffement plutôt compris entre 3 et 3,5, au lieu de entre 1,5 et 2, qui était la limite sustainable, supportable, telle que les scientifiques la prévoient et l'imaginent. La conséquence de ce manque de volonté politique, alors peut-être qu'elle va enfin se concrétiser, peut-être que le 12 décembre, il y aura des annonces à Paris, et puis on espère que la COP 24 en 2018 en Pologne sera là aussi un moment important. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'en faire un moment important parce que c'est ce qui est prévu dans le calendrier. Mais la conséquence de tout cela, c'est une aggravation d'une situation qui est déjà extrêmement urgente et une exposition effectivement des populations les moins favorisées, les plus démunies, singulièrement les populations insulaires, aux effets les plus néfastes, les plus dramatiques du réchauffement climatique. Ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que la prise de conscience d'un changement climatique s'est généralisée. On est à peu près tous conscients, et surtout dans nos territoires, qui, même quand ils sont des territoires appartenant à un grand ensemble très riche qui est celui de la nation France, sont quand même des territoires particulièrement exposés, on l'a vu encore évidemment avec la saison cyclonique aux Antilles, eh bien, la difficulté pour tous ces territoires-là, c'est de se voir encore plus exposés par la situation qui était un changement climatique dont beaucoup de gens ont conscience, mais ce dont beaucoup moins de gens ont conscience, c'est qu'on est passé du changement climatique à l'urgence climatique. Alors déjà, le changement climatique, il a fallu du temps pour qu'on prenne bien conscience qu'il existe, et encore tout le monde n'est pas d'accord sur les raisons de ce changement climatique. Est-ce que c'est la faute de l'homme ou pas ? Voilà. Est-ce que c'est l'anthropocène ou pas l'anthropocène ?
Et alors maintenant, pour faire comprendre à chacun que nous ne sommes plus en état de changement climatique, mais d'urgence climatique, et que nous n'avons plus le temps de reporter à demain les décisions qu'il faut prendre pour freiner le phénomène, c'est un travail colossal. C'est un travail que mènent les ONG environnementales, c'est un travail que mènent des groupes de citoyens conscients, et évidemment, c'est un travail que mènent les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus exposés. Sauf que la responsabilité, elle est avant tout du côté des pays les plus riches. Il faut s'enlever l'idée que, s'enlever de la tête, l'idée que le réchauffement climatique, la pollution, l'augmentation des gaz à effet de serre aujourd'hui serait le fait de pays pauvres, de populations pauvres qui essaieraient de rattraper le niveau de vie des pays riches. C'est complètement faux, c'est l'inverse. Plus on est riche, plus on produit de la destruction. Plus on est riche, plus on pollue. Plus on est riche, plus on produit du gaz à effet de serre. C'est vrai à l'échelle des pays. Les pays les plus riches sont les plus émetteurs. C'est vrai à l'échelle des individus. Et donc, si on veut régler, ou en tout cas ralentir le phénomène, on ne peut pas passer par autre chose que par de la solidarité internationale, que par une résorption de ces inégalités et par une prise de responsabilité, mais très concrète, de ceux qui ont le plus. Et il s'est passé tout l'inverse à la COP23. Évidemment, pour les territoires d'outre-mer, c'est une réalité. Bon, vous en avez parlé depuis ce matin, j'entendais encore Serge Etchimi en parler à l'instant. C'est une réalité d'autant plus prégnante que on est exposé, et il n'y a évidemment pas que des territoires insulaires, mais pour les insulaires à une multiplicité de risques, cycloniques, sismiques, risques de raz-de-marée, etc., lesquels risques sont amplifiés par le réchauffement climatique. Et face à cela, une série de réalités économiques qui rendent encore plus difficile la transition écologique. C'est pour ça que dans l'accord de Paris, il y a tout un volet qui est prévu sur l'aide à l'adaptation à la transition écologique et qui est le motif le plus sérieux de déception justement de cette nouvelle COP, parce que les pays riches n'ont pas fourni ni les efforts ni les caps politiques concrets qui permettraient de mettre en œuvre cette adaptation. Encore un mot pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de prendre le problème, mais il n'y a pas 36 solutions. La seule façon de ralentir le phénomène du réchauffement climatique, de ralentir ses effets, de ralentir le creusement des inégalités qu'il amplifie, c'est une transformation, une révolution radicale de nos modes de vie, de nos modes de transport, de nos modes d'échanges commerciaux, de nos systèmes d'alimentation. Au-delà de la prise de conscience collective, l'action. Voilà, au-delà de la prise de... Non, mais l'action, c'est pas... Parce que des actions, il y en a déjà beaucoup. Des start-up qui recyclent, qui s'occupent de récupérer les déchets, qui nettoient, qui font ci, qui font ça. Il y en a déjà des milliers, c'est très bien. Des actions de groupes de citoyens dédiés à l'environnement, il y en a déjà des milliers, ou voire des centaines de milliers dans le monde, et c'est très bien. Mais ça ne remplacera pas, la volonté politique. Et donc la volonté politique qui mettra en œuvre une nouvelle société plus équitable, plus partageuse, moins inégalitaire, et ça ne remplacera pas la transformation de nos modes de vie. Qu'est-ce qui fait sens dans une vie? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est réussir une vie? Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est pour un pays réussir? Est-ce que c'est accumuler sans cesse une série de produits manufacturés, de biens de consommation qui, aussi nombreux soient-ils, ne rempliront jamais une existence. Vous pouvez acheter, ça ne comblera jamais le vide d'une existence. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie, ou est-ce que c'est passer plus de temps justement à penser, à réfléchir, à avoir du lien avec les autres, à découvrir l'autre, à aller vers lui, à partager, à créer du contact? La première version, c'est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette espèce de frénésie du court terme, de frénésie pas seulement de consommation, mais de frénésie permanente qui ne satisfait personne, qui ne nourrit personne et qui creuse une situation existante déjà
En 2 chiffres, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 900 millions de personnes qui chaque jour ne mangent pas à leur faim. Et il y a 3 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 euros par jour. 3 milliards, c'est quasiment la moitié de la population humaine. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, l'altérité, c'est passer plus de temps à s'occuper les uns des autres, à mettre en place une société dans laquelle l'humain reprend tout son sens, la relation au vivant, autre qu'humain, reprend tout son sens. C'est une société dans laquelle beaucoup plus de gens iront mieux, seront en meilleure santé à la fois mentale et santé tout court. C'est une société qui sera moins prédatrice, moins destructrice. C'est pas consommer moins, c'est consommer mieux. C'est pas avoir moins, c'est avoir mieux. Et c'est penser à notre responsabilité à la fois à l'égard des uns des autres et à l'égard des générations futures. Merci. Et ça, c'est évidemment la solution que nous prenons, dont je pourrais vous parler encore pendant 2 heures, mais le temps est fini. Oui, très intéressant. Malheureusement, on doit s'arrêter. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey Pulvar. Merci beaucoup.